Salut à tous, c'est Lulink Gentleman et bienvenue dans ce retour sur l'épisode 5 de la saison 7 de Game of Thrones en compagnie de notre guest préféré à tous, le chien. Voilà, c'est un chien. Générique. Alors, l'épisode d'aujourd'hui s'appelle Eastwatch, donc Fort Levant, et il dure 56 minutes, et bon, avec un titre pareil, ça a l'air assez évident que on va enfin voir ce qui se passe au mur, peut-être même au nord du mur, qui sait. J'ai pas vu la preview parce que je regarde pas les previews, hein, au passage, je le dis là, ici comme ça, je ne regarde pas les previews des épisodes de Game of Thrones, je considère ça comme du spoiler officiel par les propres créateurs de la série. Donc je ne regarde pas ça. Mais voilà. Donc peut-être que je vais faire des prédictions et vous allez vous dire oh, mais c'est trop facile, en fait il est juste regardé la preview. J'en sais rien, je ne l'ai pas vu. Ou alors l'inverse, vous allez dire mais qu'est-ce qu'il est con avec ses prévisions, il aurait regardé la preview, il aurait pas dit des trucs comme ça. Oui bah je ne l'ai pas regardé volontairement, c'est prévu. Donc, on devrait voir ce qui se passe à Fort-Levant, notamment les sauvageons, bon je pense qu'ils sont arrivés maintenant, hein. On va les voir préparer leur défense, peut-être un premier assaut sur Fort-Levant qui réussirait à repousser, ce serait peut-être un petit peu tôt, mais pourquoi pas. Peut-être le mur genre Château Noir, voire Ed le terrible, enfin Ed quoi, mais avant tout, l'épisode va probablement commencer là où on s'est arrêté à l'épisode précédent, c'est-à-dire sur le champ de bataille, dans le bief, avec Daenerys vainqueur et Jaime qui coule, parce que bon, voilà, on est en pseudo-suspense depuis une semaine, oh là là, est-ce que Jaime va mourir noyé? La réponse est non, mais vu que les scénaristes ont essayé de nous faire peur, maintenant ils vont nous rassurer immédiatement en nous donnant la réponse, je pense. Bref. Voilà mes prévisions à très court terme, tellement à très court terme que c'est immédiatement en fait, puisque nous passons au visionnage. Ah voilà. Ah c'est un truc dans la falaise. Oh. Sérieux, ils vont réussir à s'enfuir? Oh la déception! Tant que je n'ai pas mon argent, aucun dragon ne saurait vous tuer. Vous pourrez pas vous tuer. Mais arrête de ronfler! Bon... Ils ont été rapidement expédiés, ceux-là, comme perso dans l'histoire. Ils sont beaux, n'est-ce pas? C'est pas le mot qui me venait à l'esprit, mais... Mais oui, c'est vrai. Ah. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais vous êtes complètement con de le faire revenir là! Majesté. Putain, la téléportation, ça commence à bien faire. Là. Bah voilà, ça y est, Bran, tu voles. Amenez une de ces choses jusqu'à Port-Réal et montrez-lui que tout ceci est vrai. Quoi que vous rapportiez, ce sera inutile, à moins que Cersei nous accorde une audience et que quelqu'un l'ait convaincu de ne pas nous tuer dès qu'on mettra un pied dans la capitale. La seule personne qu'elle écoute est Jaime. Et peut-être que lui m'écoutera. Comment allez-vous entrer dans Port-Réal? Ça sent le plan de merde! Avec la permission de ma reine, j'irai au nord en chercher un.
Je devais me soigner selon vous pour vous servir à nouveau. Autorisez-moi à vous servir. C'est la partie la moins conne du plan. Hein. Je ne vous ai pas permis de partir. Avec tout mon respect, j'ai nul besoin de votre permission. Je suis un roi. Nous vous avons pas choisi comme souveraine, madame. Peut-être aurions-nous dû. Les chevaliers du Val sont venus. Bien, je vous laisse. Comment t'as été prévenu, toi? Il fallait que je te voie. Ça, je connais. Bon bah voilà. Le nom de votre père pour vous. Foncez à votre bordel préféré. Ou c'est le trou assuré dans votre côte de maille. C'est malin. Très malin. Voici Gendry. Sera utile. Ah bon? Peu de chance que ce soit une vraie couche que tu fasses, ma poule. Mais bon. Ne t'avise plus de me trahir. Vous êtes Clovis, un forgeron qui passe pour lui rendre hommage avant de se rendre à son travail aux forges de Winterfell. Compris. Je vous demande pardon, Majesté. Vous avez survécu à Port-Réal. Une fois encore, Majesté. Voici Je m'appelle Gendry, Majesté. Je suis le fils de Robert Baratheon, fils Valar. Tu sais manier une épée? Ça, c'est un problème. Je préfère une belle masse. Il se débrouille très bien avec. Ça fait 2 fois que vous faites la blague, hein, quand même, les gars. Ce que j'ai fait dans la vie, c'est atteindre l'âge mûr, c'est tout. Ouais, enfin pas que quand même, hein. Si je ne survis pas à cette guerre, au moins serez-vous débarrassé du roi du Nord pour de bon. Je m'étais faite à lui. Oh, c'est trop mignon. Je vous souhaite bonne chance dans les guerres à venir, votre grâce. Il y a combien de fenêtres dans le grand septuaire de Belor? Il n'y en a plus aucune. Tu as raison. Il a même noté son nombre de selles hebdomadaires. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de caca. Comptage de fenêtres, annulation nuptiale, nombre de selles hebdomadaires pour la postérité, quand le secret de la défaite du roi de la nuit repose sur une étagère poussiéreuse quelque part oubliée de tous. Mais quelle importance, hein? On peut se transformer par vos lèvres en meurtrier imbécile sous la coupe du diable incarné, du moment qu'on peut accéder au manuscrit du haut septonménard. Et c'est 15 780 de merde! Non, de marches. C'est le nombre qu'il y a de marches. C'est quoi ce dialogue? Ah, tu vas te faire choper, toi. D'accord. Ah, t'as appris à crocheter les serrures en plus, comme ça, en option bonus. On va la garder avec lui, sûrement, hein, cette copie, non? J'ai pas compris ce qu'il était censé y avoir sur ce papier. Ah! Nous sommes tous là, à la lisière du monde, au même moment, allant dans la même direction pour la même raison. Nos raisons ne sont pas vos raisons. Peu importe quelles peuvent être les raisons de chacun. T'en sais rien d'ailleurs, c'est même pas vrai en plus. Nous sommes tous du même côté. Comment ça se peut? On respire encore. Cersei et toi aussi, vous respirez encore. Bah écoute, pour un épisode qui s'appelle Fort-le-Vent, on n'est pas resté super longtemps à Fort-le-Vent, hein. Mais bon. Bon, comment t'as trouvé ça alors, toi, le chien? Pas l'air d'avoir trouvé ça super passionnant. Ça part extrêmement en couille au niveau du scénar, là, ça ne me plaît pas vraiment. On va en parler sûrement, mais peut-être laisser décanter tout ça parce que j'ai un a priori très négatif sur ce que je viens de voir là.
Bon, eh bien, nous sommes aujourd'hui mercredi soir, donc ça fait plus de 2 jours maintenant que j'ai regardé l'épisode. Et non, laisser du temps à l'épisode n'a pas joué en sa faveur, je dirais même que c'est l'inverse. Plus j'y repense et plus je trouve des incohérences et plus ça m'énerve. Donc, aujourd'hui va être un épisode assez spécial. Vous avez dû vous en rendre compte en voyant la longueur de l'épisode. Il est beaucoup plus court que les épisodes précédents, et pour cause, on va pas du tout faire comme d'habitude. Aujourd'hui, il n'y aura pas de partie top 3 des scènes préférées, parce qu'il n'y a eu que 4 scènes que j'ai trouvées bonnes dans l'épisode, donc j'en parlerai au fur et à mesure pendant que je détaillerai. Et je ferai pas de top. Il n'y aura pas non plus de prédiction sur ce qui va se passer dans le prochain épisode, parce que ce sera la bagarre. Voilà, la série a l'air d'avoir totalement abandonné tout ce qui était mystérieux, subtil, tout ce qui faisait un petit peu son sel. Ça forçait un peu les téléspectateurs à faire des théories, et c'est un peu pour ça, je dois avouer, que j'ai commencé à faire des retours sur Game of Thrones. C'est parce que ça m'intéressait de décoder un peu les mystères dans les épisodes, dans la mise en scène, d'essayer de deviner ce qu'allait se passer ensuite. Mais voilà, j'aimais le côté cérébral de Game of Thrones plus que le côté action, sauf que maintenant il est complètement orienté action. La série est complètement orientée action et a l'air de détester faire des parties un peu plus subtiles, sentimentales, cérébrales, manipulation, manigance, magouille, voilà. Dès que ça doit devenir un peu intellectuel, ils se prennent les pieds dans le tapis de manière désastreuse. Donc du coup ça tue vraiment la grosse partie d'intérêt que je portais à cette série. Je vais quand même traiter l'épisode et les prochains, mais en tout cas pour l'épisode d'aujourd'hui, je ne vais pas faire de compliments. Si vous en avez déjà marre, que vous trouvez que je râle beaucoup, fuyez, quittez cette vidéo, parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc voilà, allez, la seule partie qui est un petit peu voilà, un petit peu subtil, et encore, c'est Littlefinger et Arya, donc on va traiter ça maintenant. Je pense que Arya et Sansa vont découvrir que Littlefinger essaye de les monter l'une contre l'autre, et à ce moment-là, Littlefinger va mourir. Voilà, point. Peut-être qu'il va être condamné à mort par Sansa et donc décapité par Brienne, j'en sais rien. Je pense que c'est la manière la plus honorable pour le personnage de finir. Sinon, il est assassiné dans sa douche par Arya. Voilà. Il n'y aura pas vraiment de sommaire d'ailleurs non plus dans cette vidéo, parce qu'elle est tellement courte que je pense que vous pouvez vous permettre de tout regarder. Il y aura un sommaire où il y aura donc la partie visionnage, la partie introduction, et puis cette partie-là, voilà, et c'est tout. Je détaillerai pas plus, parce que ça sert à rien. Ce que nous allons faire donc, je vous explique, c'est que je vais afficher ici et ici la répartition de l'épisode en minutes, et puis donc je vais parler d'abord de cette répartition là, c'est-à-dire la répartition globale, thème par thème, et puis ensuite, une fois que ce sera fait, je vais le faire d'ailleurs, comme ça ce sera fait. On a donc 7 minutes 30 au Bief, 13 minutes 30 à Port-Réal, 13 minutes à Père-Dragon, 1 minute 30 avec Bran, que j'ai considéré comme étant une catégorie à part, étant donné que quand on est avec Bran, on n'est pas vraiment à Winterfell, on est voilà, on est ailleurs. Soit dans ses visions, soit dans l'animal dans lequel il s'est wargué, et donc voilà, on voyage un peu, du coup c'est une catégorie un peu à part. 6 minutes avec Sam, 7 minutes à Winterfell et 4 minutes 30 à Fort-le-Vent. Mais comme vous le voyez dans la répartition ici, en haut, c'est beaucoup plus éclaté et beaucoup moins simpliste que ce qu'il y a dans la répartition globale ici. Nous allons donc parler de la répartition, là je vais énumérer le nombre de minutes, etc. Et quand j'aurai envie, c'est-à-dire pas forcément tout le temps, je vais donner des détails sur le contenu de cette scène, ce que j'en ai pensé, et puis ensuite je vais passer à la partie suivante. Il n'y aura pas de résumé détaillé point par point comme je fais d'habitude.
parce que j'ai pas envie, j'ai pas la foi. On commence donc par 7 minutes 30 dans le bief, et bon bah c'est là que ça commence avec Bronn et Jaime qui sortent de l'eau, ce qui n'a absolument aucun sens. Ils se barrent du conflit, carrément. Donc Tyrion et Daenerys ont vu Jaime Lannister, qui pourrait être potentiellement l'un des meilleurs prisonniers de guerre qu'ils puissent jamais avoir dans tous les conflits qu'ils pourraient faire dans Westeros. Ils l'ont vu tomber dans l'eau, mais ils n'ont pas voulu aller le repêcher. Bon, il est dans l'eau, tant pis. Surtout qu'après, ils savent que Jaime est encore en vie, puisque un peu plus tard dans l'épisode, Tyrion dit bon bah il n'y a qu'une seule solution, il faut que j'aille parler à Jaime pour essayer de faire entendre raison à Cersei, on en parlera. Donc voilà, Tyrion est parfaitement au courant que son frère s'est barré du champ de bataille, et probablement Daenerys aussi, mais ils n'ont pas voulu le capturer. C'est n'importe quoi. S'ensuit une scène, toujours dans le bief, donc avec les Tarly qui se font cuire. Écoute, tant mieux pour eux, hein, ils l'ont un petit peu mérité quand même. C'est une des rares bonnes scènes de l'épisode, ça fait partie des 4 bonnes scènes de l'épisode quand même. Je suis plutôt du côté de Daenerys là dans la scène. J'ai entendu après les showrunners David Benioff et Dan, je crois qu'il s'appelle, Wise, enfin D&D comme on les appelle, qui sont les showrunners de Game of Thrones, qui disaient que oui, dans cette scène, ils avaient fait exprès de faire ça de la manière la plus ambivalente possible pour que les gens se disent ah, Daenerys elle est en train de tourner vinaigre, ou alors ah, Daenerys elle a totalement raison. Bah, moi je suis clairement dans la deuxième catégorie. Je trouve que Daenerys a clairement eu raison de cramer les Tarly. Elle leur a donné un choix clair et défini. Une fois qu'elle avait ses prisonniers de guerre, elle leur a dit soit vous vous soumettez, soit vous mourrez. Ceux qui se sont soumis, eh ben, ils sont restés en vie, et ceux qui ont décidé de lui tenir tête, bah, elle était obligée de les tuer puisqu'elle leur avait laissé le choix, c'est soit vous soumettez, soit vous mourrez. Si elle n'avait pas appliqué sa sentence à ceux qui refusaient de se soumettre, elle aurait perdu en crédibilité. Donc c'est normal, pas de souci. Elle n'est pas forcément devenue folle, je veux dire, c'est pas la première qui décide de demander à ses prisonniers de guerre suite à une bataille de se soumettre ou de mourir. C'est même un peu le protocole, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc je vois pas ce qu'on... si, éventuellement, on pourrait reprocher à Daenerys d'avoir cramé les Tarly plutôt que de les avoir décapités, c'est-à-dire de leur avoir offert une mort dans laquelle ils ont souffert, plutôt qu'une mort propre et nette. C'est vrai que c'est un peu dégueulasse de sa part. Ça j'avoue. Ça, c'est vrai. Ensuite, on a 2 minutes à Port-Réal. Ensuite, on a 4 minutes à Père Dragon, dans laquelle Jon caresse un dragon parce que... voilà... J'en ai vu beaucoup dire que c'était la preuve que Jon était un Targaryen. Pas forcément, Tyrion aussi, il a pu caresser les 2 dragons de Daenerys là, quand ils étaient dans la cave de Myrine dans la saison 6. C'est pas forcément la preuve que Tyrion est un Targaryen non plus. Moi personnellement, il y a une théorie qui dit que Tyrion est potentiellement un Targaryen. J'y crois pas une seule seconde. Si c'est ça, ça détruit totalement l'intérêt de la relation entre Tyrion et Tywin. Je trouve que c'est beaucoup plus fort que Tyrion soit effectivement le fils de Tywin, et que du coup tout ce qu'il lui reproche soit voilà, beaucoup plus grave par le fait qu'il y ait vraiment un lien de sang entre les deux, quoi. Non, à mon avis, s'ils ont fait cette scène, c'est juste que voilà, ils sont en train de créer Jon en tant qu'être parfait, et donc il faut qu'il ait toutes les qualités du monde. Il y a un excellent commentaire de Preston Jacobs, qui est un YouTuber qui fait aussi des vidéos sur Game of Thrones, qui sont excellentes et que je vous conseille. Je vais lui piquer un des extraits de ses vidéos parce que j'ai eu le même sentiment que lui, mais il a trouvé les mots parfaits pour le dire. Whatever, anything to make Kit Harington into even more of a super special snowflake. He's got his wolf spirit animal and can ride dragons and come back from the dead and is so good at sword fighting and has got a magical sword. He's the Lord Commander, he's the king of the wildlings, he's the king in the north. He's Azor Ahai and the prince that was promised and Jesus, and he's got a 3-foot dick. Why have a character have any interesting flaws at all? Rien à dire, je pense tout pareil. On a également le retour de Jorah dans cette séquence, parce que, évidemment, je veux dire, Jorah se baladait dans le bief puisqu'il quittait Ville-Vieille pour aller vers Père Dragon,
Daenerys quittait Père Dragon pour aller dans le Bief. Normalement, ils auraient dû se retrouver au Bief, mais non, ils se retrouvent à Père Dragon, parce que nique ta mère. Ensuite, on a 1 minute 30 avec Bran, et ça, c'est une des très bonnes scènes de la série, de l'épisode, pardon, où on voit que Bran est capable de se warguer, c'est-à-dire de transférer son esprit dans le corps de plusieurs animaux d'un coup, puisque là, il prend pas le contrôle d'un corbeau, mais d'un groupe de corbeaux, d'une nuée de corbeaux, voilà, c'est le mot que je cherchais, et on le voit arriver jusqu'au Roi de la Nuit, et le Roi de la Nuit ressent sa présence et arrive à annuler son pouvoir en lui faisant quitter l'esprit des corbeaux. Donc il y a un peu une rivalité magique entre les deux personnages, et pour l'instant c'est clairement le Roi de la Nuit qui a l'avantage. Voilà, ça c'est cool, j'ai bien aimé cette scène. Très bien. Ensuite, on a 3 minutes avec Sam et les maîtres qui s'en battent les couilles du message que Bran leur a envoyé, avec, voilà, comment il s'appelle, Sam qui essaye de convaincre les maîtres de dire « Eh, vous trouvez pas ça bizarre que le message que vous avez reçu d'un maître qui ne me connaît pas du tout corrobore exactement les histoires que moi je vous ai racontées depuis que je suis arrivé à la Citadelle ?» Oui, mais non, mais c'est probablement une coïncidence, on va juste se foutre de la gueule du maître qui a envoyé ce message. Voilà, bon, bah ok, les maîtres sont des gros bouffons, et Sam a raison de se barrer, parce qu'un peu plus tard dans l'épisode, il va se barrer. J'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais assez vite, parce qu'on va assez vite là. Ensuite, on a 5 minutes à Père Dragon, pendant lesquelles Tyrion nous explique son gros plan de merde, parce qu'il a vraiment un gros plan de merde. En gros, il faut aller chercher pas un sauvageon, un marcheur blanc, enfin un zombie, pour le ramener de l'autre côté du mur jusqu'à Cersei, pour qu'elle accepte d'envoyer des troupes contre les marcheurs blancs. C'est n'importe quoi, pour plusieurs raisons. Déjà parce que Cersei a... Vous pouvez lui faire n'importe quoi, d'ailleurs c'est un peu ce qui se passe dans l'épisode, on va en parler un peu plus tard. En plus de ça, si vous envoyez une escouade chercher un zombie, il y a de fortes chances que vous perdiez des combattants extrêmement capables dans une mission suicide. D'ailleurs c'est probablement ce qui va arriver dans l'épisode prochain. Une fois que vous aurez capturé un zombie, ça veut dire que vous serez au même niveau que les marcheurs blancs qui progressent vers le mur. Après, vous devez faire demi-tour. Donc vous arriverez au mur à peu près au même moment que les marcheurs blancs, puisque vous marchez dans la neige, vous êtes ralenti et tout, et les marcheurs blancs, eux, ils s'en foutent, ils fatiguent pas, ils n'ont pas besoin de s'arrêter pour manger ni rien, ils sont déjà morts. Donc vous devriez arriver à peu près au même moment au mur, et à partir de là, il va falloir que vous vous déplaciez du mur jusqu'à Port-Réal, ce qui est un voyage qui prend quand même plusieurs mois. Daenerys, elle aurait dû leur prêter un dragon plutôt que Jorah, ça aurait été beaucoup plus pratique, mais non. Donc là, on est parti pour un voyage de plusieurs mois, et ensuite, Cersei va éventuellement... Et imaginons que Cersei accepte d'envoyer des troupes, il faut ensuite un voyage de plusieurs mois pour que les troupes arrivent jusqu'au mur, et là, que Daenerys ait prêté un dragon ou pas, hein, d'ailleurs, les troupes elles ont besoin de marcher jusqu'au mur, donc ça va prendre des mois, et à ce moment-là, les zombies et les marcheurs blancs seront passés de l'autre côté du mur, voire même le mur se sera effondré, quoi. C'est n'importe nawak. Donc voilà, c'est un gros plan de merde, mais comme les scénaristes sont ceux qui ont écrit les dialogues de Tyrion, ils sont d'accord avec lui, donc c'est le scénario qui va être validé, c'est ça qui va se passer pour la suite de l'épisode. Nous avons ensuite 3 minutes à Winterfell dans lesquelles Arya devient un personnage de merde. Là c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je trouvais que le personnage d'Arya perdait de plus en plus d'intérêt, mais là on est vraiment arrivé au-delà du supportable. Elle en est à considérer que Sansa est une potentielle traître envers Jon, parce que elle laisse des gens considérer que Jon est un mauvais roi du Nord parce qu'il n'est pas au Nord, et que Sansa serait peut-être une meilleure reine. Ce à quoi Sansa a d'ailleurs répondu non, je ne veux pas devenir reine du Nord, attendez le retour de Jon. Et Arya lui reproche exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'elle lui reproche de vouloir prendre la place de Jon et de devenir reine du Nord. Enfin, Arya est complètement à côté de ses pompes, elle est devenue parano, je sais pas ce qui se passe, c'est à force de tuer des gens, elle a un syndrome post-traumatique, j'en sais rien, c'est peut-être ça. Peut-être c'est un point intéressant et elle va devenir
un personnage plus antipathique qu'autre chose, une espèce d'anti-héros motivé uniquement par la vengeance et le sang, et qui deviendrait un personnage plus mauvais que bon. Mais je pense que je surestime totalement les capacités des scénaristes. J'y crois pas une seule seconde. Surtout que je suis sûr qu'elle a un peu raison quand même. À mon avis, Sansa doit vouloir devenir Reine du Nord à la place de Jon. Elle doit considérer que ça aurait dû lui revenir plutôt qu'à lui. Mais si elle avait vraiment voulu être Reine du Nord plus que tout, elle aurait dit mais vous avez raison, Lord Glover, nommez-moi Reine du Nord, je veux bien prendre le relais à la place de Jon. Mais elle l'a pas fait, voilà. Donc Arya fait de la merde, je sais pas bien. Elle a pété un câble. Ensuite, on a 11 minutes à Port-Réal, c'est la séquence la plus longue de l'épisode. Pour la deuxième partie du plan de merde, celle dont j'avais pas parlé, ils ont réussi à convaincre Bronn, de convaincre Jaime, d'écouter Tyrion, qui va le convaincre de convaincre Cersei, d'écouter ce qu'aura à dire l'émissaire qui viendra leur montrer un zombie et qui tentera de les convaincre d'envoyer des troupes au mur. C'est le téléphone arabe de Port-Réal. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit... Déjà, comment Bronn était au courant que Tyrion était en visite à Port-Réal et qu'il voulait parler à son frère? S'ils étaient capables de joindre Bronn, pourquoi est-ce qu'ils lui ont pas demandé juste de faire passer le message à Jaime pour qu'il parle à Cersei? Tyrion n'avait aucun intérêt à mettre les pieds à Port-Réal, c'était suicidaire de sa part et ça n'avait aucun sens. Tout ça, c'est... Surtout que s'il voulait parler à Jaime, il aurait pu le repêcher au début de l'épisode dans la mer, enfin dans le ruisseau là, et lui parler et lui dire bien, je ne veux pas faire de toi mon prisonnier, je te renvoie à Port-Réal, mais à ce moment-là, tu dois convaincre Cersei de nous aider à lutter contre la menace au nord, hein, et de faire une trêve. Ce que Cersei aurait forcément accepté puisqu'elle est en position de faiblesse. Voilà. Voilà comment, en quelques secondes, je viens d'écrire un meilleur épisode que celui que je viens de regarder. C'est incroyable, je pourrais donner des cours aux scénaristes, limite. Bref, tout ça c'était pour que Davos retourne à Port-Réal, parce que quand Davos retourne à Port-Réal, il va voir Gendry, et là, Gendry, il lui demande de se joindre à eux dans leurs aventures. Ça dure, 4 secondes de convaincre Gendry de venir avec eux, avec la troupe. Voilà, du coup... J'avais prédit le retour de Gendry dans la saison 7, c'est assez incroyable, mais j'ai même pas eu le temps de me réjouir parce que je trouve que la scène a été totalement bâclée, et comble de la nullité, Gendry a un cerf sur sa masse. Le mec qui essaye de cacher le fait que c'est un Baratheon a forgé le sigle des Baratheons sur son arme. Normal! Surtout que lui, c'est même pas un Baratheon, c'est un bâtard. Il peut pas prétendre au nom de Baratheon. C'est pas Gendry Baratheon. C'est soit Gendry Storm s'il est né dans les terres de l'orage, soit Gendry Waters s'il est né sur les terres de la couronne, donc à Port-Réal. Mais en aucun cas c'est Gendry Baratheon. Donc il devrait même pas avoir envie de graver ce cerf sur cette masse. Mais il le fait quand même parce que c'est un bouffon. Voilà. C'est vraiment le roi des cons. Après ça, on a l'une des bonnes scènes de l'épisode, qui est la scène où il y a des tensions sur la plage, parce qu'il y a deux gardes qui viennent voir un peu pourquoi il y a une barque ici, qu'est-ce que vous faites là, vieil homme, qu'est-ce que vous transportez, voilà, il y a un peu... Là, on a l'impression vraiment que l'histoire s'arrête, prend le temps de respirer, exactement ce qu'ils n'ont pas fait avec Gendry, pour instaurer une ambiance, une tension, un suspense, tu sais pas vraiment comment va se dérouler la scène, puis c'est un peu drôle parce qu'on voit que Davos il est quand même vachement rusé, qu'il est capable de rebondir un peu sur ses pattes, limite un peu comme Tyrion, hein, c'est vraiment pas mal. Là il a eu même plus de présence d'esprit que Tyrion pour le coup. Et même s'il a fallu que Gendry en vienne aux mains, parce que, voilà, Tyrion c'est quand même un nain, et il avait rien à foutre à Port-Réal, voilà, Tyrion à Port-Réal, il se fait reconnaître, waouh, incroyable. Là pour le coup la scène est logique en plus de ça. Même si ça a dû se finir avec Gendry qui les tabasse, c'était quand même ce qui se rapprochait le plus d'une scène cérébrale, bien faite. Donc,
non seulement cette scène figure dans mon top 4 des meilleures scènes de l'épisode, des seules bonnes scènes de l'épisode, mais en plus c'est la numéro 1. C'est la meilleure scène de cet épisode, clairement. Ne serait-ce que parce que soudain, le rythme effréné de la série semble marquer un petit peu un temps de calme pour instaurer une ambiance, chose qu'il n'a pas fait depuis au moins 2 épisodes. Et puis pour terminer cette séquence à Port-Réal, on a Cersei qui écoute Jaime faire son rapport, qui avoue qu'elle était au courant qu'il a rencontré Tyrion. Heureusement que Jaime lui a expliqué au début de l'épisode que Tyrion n'était pas le responsable de la mort de Joffrey, sinon elle aurait probablement pété un câble, mais là elle a décidé de le laisser vivre. Surtout qu'elle considère que c'est une bonne idée d'écouter ce que la Reine des Dragons a à dire parce qu'elle est en position de faiblesse. Donc ça servait à rien d'envoyer Tyrion, il aurait suffi d'envoyer n'importe quel émissaire pour négocier avec la Reine, et la Reine aurait été à l'écoute parce que ben c'est normal, elle est en train de se faire poutrer et de perdre la bataille. C'est malin ce qu'elle est en train de faire, de dire c'est une bonne manière de justifier la présence de Cersei dans une bataille, enfin des troupes de Cersei en tout cas, de Jaime fort probablement, dans une bataille au nord du mur, ou au mur en tout cas. C'est malin comme manière de justifier ça, parce que voilà, du coup on a Cersei qui devient un petit peu stratège et qui se dit bon bah pour l'instant on est en train de perdre, donc on va jouer le jeu, mais dès qu'on pourra, on niquera les règles et puis on trahira Daenerys, et comme ça je resterai souveraine. Voilà, ça c'est malin. Bien joué. Bon. Je considère pas vraiment ça comme une bonne scène de l'épisode non plus, mais en tout cas c'est pas non plus la mort. C'est pas une des mauvaises scènes de l'épisode non plus. C'est pas mal. Elle en profite pour dire qu'elle est enceinte. J'ai vu des théories comme quoi c'est juste une manière de manipuler Jaime pour qu'il... Voilà, parce qu'elle dit ça va être toi le père et tout, elle manipule un peu ses sentiments. Elle sent bien que Jaime est de plus en plus distant envers elle au fur et à mesure des épisodes. Donc là, c'est vraiment la meilleure manière de s'assurer de son allégeance aveugle. Donc c'est vrai, mais je pense que à mon avis, elle est vraiment enceinte, et que... parce que Qyburn, il l'a un peu ausculté, donc à mon avis, à moins qu'il soit aussi dans le coup, il est sincère et honnête, et je pense qu'elle est vraiment enceinte. Ce qui fait que du coup, vu qu'elle n'est censée avoir que 3 enfants avec Jaime, le 4e, il devrait s'en prendre un peu plein la gueule. Soit elle fait une fausse couche, soit elle meurt à l'accouchement, soit elle meurt avant d'accoucher. Mais je vois mal ce bébé être un vrai bébé, qui arrive à la fin de la série et tout. Alors déjà, je vois pas Cersei arriver vivante à la fin de la série, donc peut-être que sa mort viendra du bébé. C'est possible. Ou alors, si ce bébé-là meurt aussi, parce que bon, Cersei, elle a quand même plus de 40 ans dans la série, donc là, le risque de fausse couche commence à devenir assez important. Peut-être que à ce moment-là, c'est ça qui va la faire devenir complètement folle, et qu'elle va utiliser ses dernières réserves de feu grégeois pour foutre le feu à la ville. C'est possible. A noter que la scène se termine avec cette phrase « Ne t'avise plus jamais de me trahir » que Cersei dit à Jaime. Si vous êtes capable de me dire en quoi Jaime a trahi Cersei, je suis preneur dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que je ne comprends pas cette phrase. Ensuite, on a 4 minutes à Père Dragon, où on a une bromance entre Gendry et Jon. Ensuite, on a 3 minutes avec Sam à Villevieille, où Sam se casse encore avec des trucs. Il avait déjà fait le coup à Corcolline, où il s'est barré avec l'épée de son père. Là, il se barre sur un coup de tête de la citadelle avec des vieux parchemins et tout. Il n'avait pas été poursuivi par son père quand il avait fait ça à Corcolline, donc je serais très étonné qu'il soit poursuivi par les maîtres de la citadelle, ou par des représentants des maîtres de la citadelle pour qu'ils récupèrent leurs vieux parchemins de la bibliothèque restreinte, là. À mon avis, non, il va encore s'en sortir comme ça, sans problème. À noter que l'info importante de cette scène, c'est quand même le fait qu'il y a eu une annulation du mariage entre Rhaegar et Lyanna Martell, et que donc il s'est probablement remarié avec Lyanna Stark, et que donc ça ferait de Jon un héritier légitime
et même un prétendant plus légitime au trône de fer que Daenerys. Whatever, anything to make Kit Harington into even more of a super special snowflake. He's got his wolf spirit animal and can ride dragons and come back from the dead and is so good at sword fighting and has got a magical sword. He's the Lord Commander, he's the king of the wildlings, he's the king in the north. He's Azor Ahai and the prince that was promised and Jesus, and he's got a 3-foot dick. Why have a character have any interesting flaws at all? Cet extrait marche définitivement avec tout. Ensuite, on a 4 minutes à Winterfell où on a Littlefinger qui piège Arya. Alors là, Enfin, ça aurait pu être un retour du Littlefinger magouilleur, un peu subtil, malin, tout ça. Mais je pense que ce ne sera pas du tout le cas. Parce que je trouve que son plan, il est quand même un petit peu pourri à Littlefinger. Parce qu'il y a que 2 scénarios. Soit Arya ne tombe pas dans le panneau, ou alors temporairement elle en parle avec Sansa, et Sansa lui dit mais j'ai jamais voulu brûler cette lettre et tout ça. Ah oui, parce que cette lettre, c'est la lettre que Sansa a envoyée à Robb dans la saison 2 ou 3, je sais plus, pour lui dire dépose les armes et plie le genou face à Geoffrey, c'est ton vrai roi, arrête ta rébellion, tout ça. Et donc en lisant ça, je suppose que Littlefinger s'attend à ce que Arya considère encore plus sa sœur comme une traître. Mais alors donc il y a 2 scénarios, soit elle va voir sa sœur pour lui mettre le papier sous le nez, et à ce moment-là elle se rend compte que Littlefinger les manipule depuis plusieurs semaines, et à ce moment-là Littlefinger meurt et c'est la fin de ses magouilles, ce qui serait un peu con de sa part, soit il a raison, et Arya considère véritablement Sansa comme une menace et comme une traître à Jon, et à ce moment-là, j'imagine qu'elle décidera pas de rester les bras croisés et qu'elle tentera d'assassiner Sansa. J'y crois pas vraiment, mais c'est ça que ça a l'air de montrer, puisque dans cet épisode-là, elle parle d'assassiner les gens qui sont pas fidèles à Jon, ce qui est n'importe quoi. Elle a vraiment moins 40 en négociation et en politique, cette fille, c'est incroyable. Bref. Donc peut-être que cette scène-là était là pour nous préparer à ce que Arya décide de trancher la gorge de Sansa, et à ce moment-là j'imagine que Littlefinger s'interposerait en faisant « Attention Sansa !» et là Sansa déciderait de mettre Arya dans des cachots et d'accorder plus de confiance à Littlefinger. C'est vraiment le seul scénario dans lequel je vois le plan de Littlefinger réussir, mais j'y crois pas une seule seconde que Arya irait jusqu'à tenter d'assassiner sa sœur. C'est n'importe quoi. Et pour terminer, on a 4 minutes 30 à Fort-Levant, avec ce que j'ai appelé les 7 inconscients en mission suicide. On a 7 personnages qui ont tous plus ou moins des liens entre eux, mais comme la série n'a pas le temps de les développer, il y a juste une petite phrase qui dit oui, on est tous là pour quelque chose, mettons de côté nos différends et partons, alors que bon, il y a quand même les membres de la fraternité qui ont tenté de vendre Gendry à une sorcière rouge pour qu'elle les brûle, il y a quand même, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme lien entre les personnages? Jorah et Tormund, apparemment, ils sont un peu en rivalité parce que Jorah déteste les Mormontes. A raison. Le limier et Jon ont pas mal de choses à se dire quand même parce qu'il a protégé Sansa et il a voyagé avec Arya. Donc voilà, ils ont quand même quelques liens et quelques sujets de conversation qui pourraient avoir lieu. Mais tout ça, on s'en fout parce que on n'a pas le temps. Donc pouf pouf, on oublie et ils partent en mission suicide là, chercher des marcheurs blancs. Le design de Fort-Levant d'ailleurs dans le générique est magnifique. J'en parle puisque là on parle de la partie Fort-Levant. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, du coup, parce que j'ai tout traité. J'ai pas envie de m'étendre plus en détail. Donc voilà, ça fait un épisode extrêmement court, peut-être le plus court que j'ai jamais fait comme retour d'un épisode de Game of Thrones. Mais bon voilà, c'est comme ça. Si vous voulez qu'on discute dans les commentaires, c'est possible. Je suis également inscrit sur le forum Game of Thrones. Forum de discussion, un truc comme ça. Attendez, je vais vous rechercher l'adresse exacte. Ouais, voilà, c'est gameofthrones.fandediscussion.com. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez venir, c'est sympathique. La communauté est agréable. Et puis, c'est déjà beaucoup plus cérébral que ce que la série est devenue. Si je peux faire une prédiction rapide, mais c'est plus un souhait qu'une prédiction, j'aimerais que la série devienne juste une série d'action.
qu'on ait de l'action dans l'épisode 6, de l'action dans l'épisode 7, et de l'action dans les 6 épisodes de la saison 8, et rien d'autre, juste de l'action, parce que la série sait plus faire que ça, et à chaque fois qu'ils essayent de faire un truc cérébral, comme dans cet épisode-là, c'est de la merde, donc autant qu'ils se concentrent sur ce qu'ils savent faire. Apparemment le projet n'intéresse plus personne, je veux dire, les showrunners, ils ont une autre série qu'ils aimeraient faire, ça fait 8 ans maintenant qu'ils font Game of Thrones, ça fera 9 ans qu'ils feront Game of Thrones, même 10 si la saison 8 arrive en 2019. Ça fera, ouais voilà, 10 ans qu'ils sont sur le projet. C'est... Enfin voilà, je peux comprendre qu'ils en aient marre au bout d'un moment. Ils veulent faire une série sur une guerre, je sais plus si c'est la guerre civile ou la guerre de sécession. Non, c'est la même, la guerre civile, la guerre de sécession. La guerre d'indépendance ou la guerre de sécession, je sais plus laquelle des deux, mais ils veulent faire une série sur une guerre américaine. Donc écoutez, pourquoi pas. Moi ça m'intéresse pas, mais eux apparemment ça a l'air de les intéresser plus que Game of Thrones, donc ils veulent que ce soit terminé le plus vite possible. George R.R. Martin, il en peut plus, maintenant apparemment il y a des rumeurs comme quoi il retiendrait des informations, il ferait de la rétention d'informations, il veut pas révéler aux showrunners et aux scénaristes comment va se dérouler la suite de sa série de bouquins. Il veut pas leur révéler des secrets qu'il leur a pas encore révélés, parce qu'il trouve que la série est tellement nulle qu'il veut que les secrets soient révélés dans les livres, de la manière dont ils sont censés être révélés. Je pense que, typiquement, le truc avec Hodor, c'était une révélation qui était censée être faite dans les livres et qu'il n'a pas dû apprécier la manière dont c'était fait dans la série, ou alors que c'est l'un des rares trucs qu'il a apprécié dans la série, mais pas d'autres, parce que je trouve quand même que la révélation de Hodor était vachement bien faite, mais voilà, il doit y avoir quelques gros twists qu'il n'a pas envie que la série mette voilà, à l'écran, parce que il en peut plus de la qualité de la série, ça a trop divergé par rapport à son projet de livre. Il y a des personnages qui sont devenus l'inverse exact de ce qu'il a écrit dans les livres, je peux comprendre que ça l'énerve. Je veux dire, je crois que c'était la série Community. Le créateur de la série Community a fait les 3... Je crois qu'il y a 5 saisons à Community. J'ai jamais regardé Community, c'est des échos que j'ai eu. Mais c'est pour vous donner une idée. Je crois qu'il y a 5 saisons à Community et le créateur a fait les 3 premières et la dernière. Et la saison 4, qui est la seule qu'il a pas faite, il voulait même pas regarder les épisodes tellement il trouvait que le scénariste... Il trouvait pas que les épisodes étaient nuls, mais il trouvait que c'était trop différent de ce qu'il avait créé et ça le rendait malade, quoi. Parce que... Bah voilà, George R.R. Martin, ça doit être la même chose. Ça fait depuis les années 90 qu'il a commencé à écrire cette série. C'est son métier, c'est sa vie. Tous les jours, il se lève Game of Thrones, il pense Game of Thrones, il mange Game of Thrones, il écrit Game of Thrones. Il vit avec ces personnages-là dans sa tête. Il a une idée sûrement très précise de la manière dont il veut que les événements se fassent. Et voir la série partir... totalement à l'ouest comme ça doit être une torture pour lui, et s'il fait de la rétention d'informations, non seulement je le comprends, mais je le soutiens dans sa démarche. Voilà, Game of Thrones n'est plus capable de faire un scénario complexe, maintenant il faut juste qu'il fasse de l'action de qualité, parce que ça ils arrivent à le faire, en mise en scène et tout, c'est magnifique. Les épisodes orientés action sont clairement meilleurs que les épisodes orientés magouille et discussion, alors que avant je préférais l'inverse. Là voilà, c'est toujours une bonne série d'action, mais voilà, c'est une série B, quoi, une série B d'action, et rien de plus. Et c'est dommage, très dommage, mais bon. N'est pas George R.R. Martin qui veut, j'imagine. Du coup, déçu par la série, j'ai commencé à lire les livres et je prends mon pied. Donc si jamais vous hésitiez encore à vous lancer dans la lecture des livres, je vous la conseille, vraiment. Je suis quasiment à la fin du premier tome, donc je suis au milieu de l'intégrale 1. Et c'est vachement bien. Je regarde par là parce que mon livre est par là. Voilà, écoutez, je vais terminer cet épisode-là. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, en espérant que je sois suffisamment satisfait par cet épisode 6 pour en faire un retour complet, classique, de la manière habituelle. Et voilà, n'hésitez pas à discuter avec moi, soit dans les commentaires de cette vidéo, soit sur le forum de discussion. Le lien est dans la description. Le lien vers mon Twitter également est dans la description, si vous voulez en parler avec moi sur Twitter, il n'y a pas de souci.
Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous, à la fois prochaine. Ciao.